Bonjour à tous et merci pour votre invitation. J'aurais préféré vous rencontrer en vrai, mais c'est déjà mieux que rien que de pouvoir un tout petit peu échanger à travers cette vidéo. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Bertrand Folléa, je suis paysagiste, urbaniste à l'agence Folléa Gauthier, qui est une petite agence d'une dizaine de personnes qui rassemble des paysagistes, des architectes et des urbanistes et qui travaille sur aussi bien des questions d'aménagement du territoire à des grandes échelles que sur des transformations d'espaces détaillés à des échelles beaucoup plus précises. Par ailleurs, j'enseigne le paysage à l'école du paysage de Blois, qui est au centre de la France et qui fait partie d'un groupe d'écoles d'ingénieurs, l'INSA. Et puis, je suis directeur de la chaire Paysage et énergie, qui est installée à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Voilà, je suis également paysagiste conseil de l'État. Alors, Daniela Bruno m'a demandé de vous dire quelques mots sur la notion et la relation entre le paysage et la transition écologique. Pour moi, le paysage, et plus précisément la démarche de paysage, est le chemin le plus efficace pour arriver à concrétiser la transition écologique. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer par ces quelques mots. Mais auparavant, il faut avoir conscience, et il faut l'exprimer d'une certaine manière, que le paysage souffre de trois réductions qui empêchent aujourd'hui de lui donner la pleine dimension qu'il mériterait dans les questions d'aménagement du territoire et de transition. Trois réductions donc. La première réduction, c'est de considérer le paysage comme la conséquence des aménagements que l'on réalise et qui transforment le territoire. Une conséquence fortuite ou presque hasardeuse qui est en fait un héritage plutôt du XXe siècle. Cette attitude est un héritage plutôt du XXe siècle, qui est un siècle que j'appelle équipementiste, c'est-à-dire c'est un siècle très aménagiste et qui a beaucoup consisté à équiper le territoire. On a construit des centrales électriques, on a construit des lignes électriques, on a construit des autoroutes, on a construit énormément d'équipements. Et ceci est lié à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et à l'accès à une énergie très abondante, très puissante et très peu chère, donc la civilisation du pétrole, on pourrait dire, pour le faire de façon simplifiée. Et donc, cet accès à ces équipements était considéré comme le progrès. Et donc, le paysage, c'est-à-dire la qualité finalement des lieux de vie pour les gens, finalement pouvait venir comme une conséquence de tout cet équipement, puisque c'était cet équipement qui faisait le bonheur des populations. La deuxième réduction, c'est de considérer le paysage comme une carte postale ou un tableau, si vous voulez, qui serait figé pour l'éternité. Ça aussi, c'est une réduction, puisque on sait parfaitement que le paysage, en réalité, évolue tous les jours à travers toutes les actions de tous les acteurs de l'aménagement du territoire, jusqu'aux habitants, jusqu'à nous, qui voilà, construisons notre maison ou repeignons nos volets ou changeons notre clôture. Voilà. Mais cette position défensive et plutôt réactive est en fait une façon effectivement de contrer la première réduction du paysage voilà, qui ne considérait le paysage que comme la résultante des actions d'aménagement du territoire. Et donc, face à ce phénomène très violent, eh bien, il y a eu évidemment des tentations de protection stricte du paysage. Mais en réalité, on sait très bien qu'on ne peut pas protéger comme ça, de façon stricte, tout le paysage. En France, on considère que les protections fortes sur l'ensemble du territoire national ne couvrent que 3% de ce territoire. Et donc, les 97 autres pourcents se retrouvent dépossédés de la question du paysage.
Alors du coup, il y a une troisième réduction, qui est en fait un compromis peut-être entre les deux premières réductions, qui consiste à confondre ce que en français j'appelle le paysage et le paysagement. Le paysagement, c'est l'action de paysager, les aménagements que l'on fait. Alors, le piège de cette réduction du paysage, c'est que, évidemment, ça plaît aux populations que d'aller planter du végétal, des arbres, des arbustes, etc., autour et à la faveur des actions d'aménagement du territoire que l'on opère. Mais en faisant ainsi, en réduisant ainsi le paysage à sa dimension décorative et végétale, en fait, on intervient très à l'aval des décisions d'aménagement qui sont autrement plus impactantes et puissantes et qui engagent beaucoup plus fortement nos qualités de cadre de vie et de mode de vie. Alors, alors le piège de ça, d'intervenir très à l'aval, c'est que on échappe donc aux grandes décisions, enfin le paysage échappe aux grandes décisions d'aménagement, et puis en plus on se retrouve à la fin des chantiers, quand tout est déjà aménagé et qu'il n'y a plus d'argent, et donc souvent c'est un poste qui est sacrifié pour les besoins d'équilibre financier. On connaît ce problème. Et puis, l'autre problème de cette réduction, c'est qu'on se contente de travailler sur les abords des équipements, justement, c'est-à-dire les abords de la route, les abords des bâtiments, les abords des quartiers, etc. On n'est jamais au cœur des dispositifs. Alors, ces trois réductions nous posent un énorme problème, c'est que, du coup, la notion de paysage n'est pas bien comprise globalement dans notre société. Et du coup, les politiques ne s'en emparent pas. On a très peu de responsables politiques qui parlent de paysage et qui s'engagent sur le paysage. On a également un problème dans les médias, c'est-à-dire que dans les médias, on ne parle pas beaucoup explicitement de l'ambition que l'on porte pour le paysage. Et puis, on a une culture d'ingénierie et de technique qui se méfie de cette question du paysage qui intègre une dimension sensible, une dimension subjective. On préfère la rationalité scientifique qui est plus rassurante et la réalité des chiffres à la réalité vécue par les populations qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus qualitative. Voilà, donc c'est important d'avoir conscience de ces trois réductions pour arriver à les dépasser, parce que, au fond, la notion de paysage est relativement simple et très fédératrice si on veut bien la considérer pleinement. Et pour ça, il faut que l'on revienne à la source de la définition de la notion de paysage. Il se trouve que c'est en Italie, à Florence, en 2000, que que la Convention européenne du paysage a été rédigée et qu'elle a introduit une définition du paysage qui intéresse le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire 48 pays en Europe. C'est quand même pas rien. Personnellement, ce que je retiens de la définition du paysage, c'est sa dimension doublement relationnelle. Le paysage est relationnel. Si je prends par exemple le cas d'un champ cultivé, en soi, le champ cultivé n'est pas une question de paysage, c'est une question d'économie agricole. L'agriculteur entretient son champ pour produire du blé, par exemple. Si je prends la question du lotissement ou du quartier qui se construit à côté de ce champ, la question de ce quartier n'est pas une question de paysage, c'est d'abord une question de logement. On construit pour loger, pas pour faire du paysage. Et si je prends la route, qui est juste à côté du champ et du quartier, eh bien, cette question de route est une question de déplacement, de transport pour relier deux points l'un à l'autre. Et ce n'est pas d'abord pour faire du paysage qu'on fait cette route. Donc, la question du paysage, elle n'est ni dans le champ, ni dans le quartier, ni dans la route. Par contre, elle est dans la relation entre le champ, le quartier, la route, et elle est également dans la relation des habitants du quartier à cet ensemble
ainsi que des usagers de cette route à cet ensemble, ainsi que de l'agriculteur à cet ensemble. Et donc, on comprend à travers ce petit exemple que la notion de paysage, elle est doublement relationnelle, en ce sens qu'elle intéresse les relations entre les éléments qui font la réalité objective et tangible d'un territoire, par exemple des champs, des quartiers d'habitation, des routes, et puis on pourrait évidemment démultiplier tout ça en parlant des sols, de la géologie, des reliefs, des climats, de toutes les infrastructures et de tous les types de construction, etc. Donc tout ça, ça crée un ensemble, une trame, une première trame, si vous voulez, de relations entre tous ces éléments qui sont, voilà, que l'on peut connaître par la science. Et puis, un deuxième champ relationnel qui est toute la trame, cette fois, des relations sensibles entre les populations, on va dire au sens large, et ce territoire constitué lui-même de cet écheveau de relations. Donc là, ce sont des relations affectives, sensibles, subjectives, culturelles en réalité, qui s'établissent entre les populations et leur territoire. Et la vertu de la notion de paysage, c'est de ne pas séparer ces deux dimensions relationnelles. On n'a jamais une séparation, si on prend la question du paysage, on n'a jamais une séparation entre la culture et la nature. On n'a pas de séparation entre l'objectif et le subjectif. On n'a pas de séparation entre les sciences, on va dire, objectives et les sciences humaines. On n'a pas de séparation entre la sociologie, si vous voulez, et l'écologie. Voilà. Et donc, on a là la chance de disposer d'un concept qui est totalement, effectivement, global et, comme on dit souvent, transversal, c'est-à-dire qui intéresse tous les secteurs de l'aménagement jusqu'aux dimensions sensibles, relationnelles, subjectives, qualitatives, culturelles. Mais surtout, et c'est là qu'on arrive à la notion de la transition écologique, on n'a pas, grâce à la notion de paysage, de séparation entre le cadre de vie et le mode de vie. Or, la transition écologique et sociétale, c'est une action qui porte à la fois sur le cadre de vie et sur nos modes de vie. Si je prends un exemple, si je transforme une route, une rue donnée, en réduisant la place donnée aux voitures pour augmenter la place donnée au vélo, en réalité, je transforme un cadre de vie, je transforme l'aspect de la rue, je le transforme pour viser une transformation du mode de vie. C'est-à-dire, je fais le pari qu'en donnant plus de place au vélo, les gens vont finir par se dire « je laisse la voiture à la maison et je prends le vélo pour aller travailler ou pour aller faire mes courses ou pour aller trouver tel ou tel service au quotidien dans ma vie de tous les jours. » Et donc, cette relation très étroite entre cadre de vie et mode de vie, elle est tenue par la notion de paysage. Et je sais très bien que c'est en transformant à la fois le cadre de vie et le mode de vie que je réussirai à concrétiser la transition qui est un mouvement, qui est un passage d'une d'une relation au monde très dépendante d'une masse de consommation d'énergie fossile qui nous pose énormément de problèmes que l'on connaît, vers une relation au monde qui est beaucoup plus économe de son énergie et qui en plus utilise d'autres formes d'énergie qui changent complètement à la fois nos cadres et nos modes de vie en étant décarbonés. Voilà, donc c'est sous cet angle théorique, d'une certaine manière, que je pense que le paysage, la démarche de paysage, est le chemin qui permet de concrétiser la transition écologique. Pour réussir à prendre ce chemin, il faudra passer
par-dessus les trois réductions que j'évoquais tout à l'heure, non plus considérer le paysage comme la conséquence fortuite des aménagements, mais tout à l'inverse, le considérer comme la cause commune. Donc, c'est un renversement de conséquences à cause que l'on opère, et donc c'est une forme de révolution conceptuelle, méthodologique de l'approche de l'aménagement du territoire. Je finirai juste par cette image qui est en français, mais je crois que vous connaissez ce schéma qui est celui du développement durable, qui dit que le développement durable, c'est la croisée de trois champs de préoccupation. Le champ social, qui est en jaune ici, le champ économique, qui est en orange, et puis le champ environnemental, qui est en bleu. Et en réalité, dans cette figure du développement durable, qui a 30 ans, parce que c'est au sommet de Rio en 1992 que cette figure a émergé, eh bien, vous voyez que la dimension culturelle n'apparaît pas explicitement et que pour moi, elle est au cœur du concept de développement durable et qu'elle s'exprime essentiellement par la relation que nous entretenons avec le monde. Et cette relation au monde, c'est la définition même du paysage. Donc, vous voyez que c'est ici, dans cette ambition très forte du paysage au cœur du développement durable, que je crois, je place donc la notion de paysage et c'est ainsi qu'on réussira la transition écologique. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée de débat. À très bientôt.